Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de French Podcast. C'est Charline au micro et aujourd'hui on va plonger dans un sujet qui concerne tous ceux qui veulent progresser en français, que vous soyez débutant ou intermédiaire. Emmanuel, prêt à embarquer? Prêt comme jamais. Ce que j'adore avec ce podcast, c'est qu'on prend le temps de discuter vraiment de manière simple et détendue, et j'ai l'impression que ça aide beaucoup ceux qui nous écoutent. On va parler de personnalité, de pratique, bref, du concret. Totalement d'accord. D'ailleurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai une petite question qui met tout de suite dans l'ambiance. Emmanuel, comment tu décrirais ta personnalité en français et sans réfléchir? Alors là, tu me prends par surprise. Je dirais que je suis plutôt curieux, un peu bavard parfois, mais surtout quelqu'un de bienveillant. Et toi, Charline, quels adjectifs tu utiliserais pour te présenter? J'aime bien cette honnêteté. Pour moi, je dirais optimiste, créative et parfois un peu impatiente, surtout quand je veux tout faire en même temps. Tu sais, ce qui est drôle, c'est qu'en français, choisir les bons mots pour parler de soi, ce n'est pas si simple. C'est vrai, et ce qui aide, c'est d'écouter comment les autres se décrivent. Parfois, on se rend compte qu'on se retrouve dans certains adjectifs, même ceux auxquels on n'aurait pas pensé. D'ailleurs, j'ai remarqué que beaucoup d'apprenants hésitent à utiliser des mots précis ou un peu originaux. Carrément. Et puis, la façon dont on se décrit peut changer selon la langue. En français, j'ai l'impression que je choisis des mots différents qu'en anglais, tu vois. Ça dit beaucoup sur la culture aussi. Tu as déjà eu cette sensation, toi? Ah oui, complètement. Par exemple, en français, je me permets plus de nuances. Je peux dire que je suis réservé mais sociable quand je me sens à l'aise, alors qu'en anglais, je reste plus général. C'est peut être parce qu'on joue avec la langue différemment. Ce que tu dis me fait penser à tous ceux qui veulent progresser à l'oral mais qui bloquent, parfois juste par peur de ne pas trouver le mot juste. Tu sais, une astuce toute simple que j'utilise encore aujourd'hui, c'est de préparer des petites phrases de secours. Bonne idée, du genre attends, je cherche mes mots, ou comment on dit déjà. J'encourage aussi à ne pas avoir peur des pauses, parce qu'en fait, même les natifs hésitent parfois. L'important, c'est d'oser se lancer, même si ce n'est pas parfait. Ah oui, et puis il y a ce fameux truc de tout vouloir dire sans accent. Mais franchement, un accent, c'est juste la preuve qu'on parle plusieurs langues. Parfois, je trouve même ça charmant, pas toi? Mais totalement. L'accent, c'est une histoire, une identité. Ce qui compte, c'est la clarté et l'envie de communiquer. J'ai rencontré des gens partout dans le monde qui parlaient français avec des accents incroyables, et la conversation restait fluide et super intéressante. Ça me rappelle la première fois que j'ai essayé de commander un café à Paris. J'ai bafouillé, j'ai rougi, mais au final, j'ai eu mon café et un sourire du serveur. Comme quoi, la pratique, ça paie, même avec les erreurs. Tu sais, l'autre jour, j'ai conseillé à un ami qui apprend le français de parler à son chat en français. Ça paraît bizarre, mais ça permet de pratiquer sans pression. Il a fini par se surprendre à penser en français juste en discutant avec son chat. J'adore cette idée. Moi, je conseille souvent de s'enregistrer en train de parler, même 30 secondes. Ensuite, on réécoute et on s'auto-corrige. Ce petit exercice m'a aidé à prendre confiance et à entendre mes progrès. C'est fou comme on évolue quand on s'entend vraiment. Oui, et pour ceux qui veulent aller plus loin, pourquoi ne pas rejoindre un groupe de conversation ou trouver un tandem linguistique? Même un simple échange de messages vocaux peut faire des miracles. Et puis, on se fait souvent de nouveaux amis au passage. C'est vrai, et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas de méthode unique. Certains vont adorer les podcasts, d'autres préféreront les vidéos YouTube ou les discussions en face à face. L'important, c'est de s'amuser et de sortir de sa zone de confort pas à pas. En parlant de podcast, justement, ce format est parfait pour les apprenants. On peut écouter en marchant, en cuisinant, et surtout on entend du français authentique avec des expressions, de l'humour, parfois même des petites erreurs comme dans la vraie vie. Exactement, le côté naturel du podcast fait qu'on se sent moins intimidé. On peut mettre sur pause, réécouter et même imiter la prononciation. Pour moi, c'est devenu une vraie habitude d'apprentissage, comme avoir une conversation avec des amis. Ce qui est génial aussi, c'est qu'on découvre plein de sujets différents. On peut passer d'un épisode sur le cinéma à un autre sur la gastronomie, et ça enrichit le vocabulaire sans qu'on s'en rende compte. Presque comme si on voyageait juste avec nos oreilles. Et puis, il y a ce petit plaisir d'entendre des voix différentes, des accents régionaux. Ça casse la routine. J'encourage vraiment tout le monde à tester plusieurs podcasts jusqu'à trouver celui qui colle à son style. Qui sait, peut-être que French Podcast deviendra le préféré de nos auditeurs. Un dernier mot pour ceux qui nous écoutent. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de stagner. L'apprentissage, c'est comme une longue randonnée, il y a des hauts et des bas, mais chaque pas compte. Même les erreurs sont utiles parfois, c'est grâce à elles qu'on retient le mieux. Oui,
Et surtout, amusez-vous, testez, jouez avec la langue, tentez des blagues, racontez des histoires. Même si ce n'est pas parfait, c'est vivant. La confiance vient avec la pratique. Et rappelez-vous, chaque épisode de French Podcast est là pour vous accompagner pas à pas. Ça me fait penser à cette citation. Le secret pour avancer, c'est de commencer. Même si on bafouille, même si on fait tomber ses mots, ce qui compte, c'est de continuer. On est là pour ça et on vous encourage à partager vos progrès avec nous. Absolument. Et si vous avez des questions ou des thèmes que vous voulez qu'on aborde, écrivez-nous. On adore écouter vos retours. Ça nous motive aussi à nous améliorer. Merci à tous de faire partie de cette belle aventure avec nous. C'était un vrai plaisir de discuter aujourd'hui, Charline, et j'espère que nos auditeurs repartent avec des idées concrètes pour progresser en français. N'oubliez pas, chaque étape compte, même la plus petite. Merci Emmanuel, merci à tous d'avoir été à l'écoute de French Podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours avec le sourire et l'envie d'apprendre ensemble. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ne partez pas encore. Regardez maintenant la deuxième partie de l'épisode, elle vous réserve encore plein de conseils utiles et de surprises. Et si ce podcast vous a plu, pensez à vous, s'il vous plaît, abonner et à cliquer sur j'aime pour nous soutenir. À tout de suite dans la suite de l'épisode. Bienvenue à nous. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez riche, je crois, d'un tas de ressources super intéressantes pour tous ceux qui veulent aller un peu plus loin en français. Oui, bonjour Anno. On a en effet une belle collection, des articles de blog variés, Preply, Français avec Pierre, Hello French et d'autres. C'est ça. On a aussi une transcription vidéo, Parlons français, et même quelques extraits d'un examen, un B2, assez varié comme document. Tout à fait. Et l'idée, c'est vraiment de piocher là-dedans, de chercher les pépites, quoi. Extraire le meilleur, oui. Pour comprendre, pour parler plus richement, plus facilement peut-être. C'est ça l'objectif. Distiller un peu l'essentiel de tout ça pour que ce soit pratique. Parfait. Alors, commençons peut-être par un point qui revient souvent. Un vrai défi pour beaucoup, non ? La compréhension orale. Ah oui, le fameux « ça va trop vite ». Plusieurs sources en parlent. Hello French, Parlons français. Oui, c'est difficile de suivre le français parlé, le vrai, celui de tous les jours. D'ailleurs, c'est logique que ce soit évalué dans les examens, comme ce B2 de l'UAB. Logique mais difficile. Et les sources nous donnent des pistes sur le pourquoi. Bon, il y a la vitesse, évidemment, comme le dit Hello French. Bien sûr. Mais il y a aussi les contractions, les liaisons, ce « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas » par exemple, ou les mots qui s'enchaînent. Oui, les amis, ce genre de choses, ça peut perdre au début. Exactement. Et puis, il y a cette question des registres de langue. Parlons français l'illustre bien. Ah oui, entre le « salut, ça roule » et le « bonjour, comment allez-vous », c'est pas la même chose. Pas du tout. Et si on ne capte pas ces nuances, on peut se sentir un peu décalé ou ne pas tout comprendre. Hello French ajoute aussi un point intéressant. Lequel ? Que parfois, les méthodes classiques, elles ne préparent pas assez l'oreille à ce français rapide, authentique, avec ses raccourcis. D'accord. C'est un manque dans la formation alors ? Bon, face à ça, qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les solutions proposées ? Alors, il y a plusieurs pistes. Hello French, par exemple, mise beaucoup sur l'écoute active. C'est-à-dire ? Travailler vraiment avec des dialogues du quotidien et utiliser les transcriptions pour connecter ce qu'on entend et ce qu'on lit. C'est un peu leur méthode. Faire le lien son-mot ? Oui, ça semble logique. Oui, et ça complète bien une autre stratégie, l'immersion, recommandée par beaucoup, Talkpal notamment. L'immersion, le grand classique. Film, série. C'est ça, musique, podcast, lire, s'exposer un maximum à la langue. Pour habituer l'oreille, quoi. Voilà. Mais attention, l'immersion seule, ça ne suffit pas toujours. Il faut aussi parfois un entraînement plus ciblé. Pour comprendre les subtilités... Culturel peut-être. Exactement. Comprendre pourquoi on dit les choses comme ça. Hello French et Parlons français insiste là-dessus aussi. Et pour se donner une idée du défi, on peut regarder les exercices de ce fameux examen B2 là. Oui, les thèmes comme l'initiative Océane ou l'argent liquide, ça demande une compréhension assez fine, en fait. C'est un cap, ouais. Une fois qu'on passe ça, on doit se sentir plus à l'aise. Ah oui, ça change tout en termes de confiance. Absolument. Bon, alors une fois qu'on comprend mieux, l'étape d'après, souvent, c'est d'avoir envie de s'exprimer de façon plus personnelle, plus riche. Tour sur les expressions idiomatiques et les adjectifs deviennent super utiles. Tout à fait. Commençons par les expressions idiomatiques, si tu veux bien. Preply en parle beaucoup.
Oui, ces fameuses expressions imagées. Tomber dans les pommes, le grand classique, hein. Voilà. Où le sens global n'a rien à voir avec les mots pris séparément. Ça donne une couleur locale, on va dire. C'est très visuel souvent. Prépli en liste plein. J'aime bien avoir le coup de foudre. Ah oui, très romantique. Ou moins sympa, poser un lapin. Ça, c'est utile à connaître. Ça montre bien le décalage entre le sens littéral et le vrai sens. C'est ça. Ou alors, les carottes sont cuites. Quand c'est fini, quoi. Trop tard. Exactement. Ou une que tout le monde adore. Faire la grasse matinée. Ah, le bonheur. Et l'intérêt de ces expressions, au fond, c'est quoi? Juste pour faire joli? Pas seulement. C'est un enrichissement du vocabulaire, bien sûr, mais c'est aussi un reflet de la culture, parfois de l'humour. Les comprendre, même sans toutes les utiliser, ça permet de saisir une couche de sens en plus. C'est vrai. Et certaines sont presque des petites leçons de vie, non? Comme vendre la peau de l'ours. Avant de l'avoir tué. Ne pas se réjouir trop vite. Ou l'habit ne fait pas le moine. Ne pas se fier aux apparences. C'est fou ce qu'il y a dedans. Mais comment on fait pour les utiliser sans avoir l'air un peu bizarre ou forcé? C'est une bonne question. Le conseil, ce serait peut-être de commencer par repérer celles qu'on entend souvent. Comme Donner sa langue au chat, par exemple, quand on sèche sur une question. Ou avoir d'autres chats à fouetter, si on est occupé. d'accord. Les noter, essayer de les repérer. Voilà. Et puis, peut-être en glisser une de temps en temps, si le contexte s'y prête bien. Sans en faire des tonnes, quoi. Faut le sentir. Ok. Approche progressive. Et maintenant, pour décrire les gens, les sources comme 40 adjectifs ou le baobab bleu disent qu'il faut dépasser sympa ou gentil. Mais oui, parce que c'est un peu limité. L'idée, c'est d'avoir de quoi nuancer. Comment on peut aborder ça sans juste lire des listes? On pourrait peut-être penser par fonction ou par type de trait. Par exemple, pour décrire quelqu'un de fiable au travail, Ah oui. on pourrait dire consciencieux, méticuleux, déterminé. Pour quelqu'un avec qui c'est agréable de travailler, On chercherait des mots comme ouvert d'esprit, diplomate, sociable. chaleureux, voilà. Regroupé par type d'interaction, ça rend les choses plus concrètes. Et à l'inverse, pour parler des aspects plus difficiles, On aurait des mots comme obstiné, susceptible, prétentieux ou fermé d'esprit. connaître ces mots, ça aide à mieux comprendre les autres, mais aussi à mieux se décrire soi-même peut-être. Ou à exprimer ce qu'on cherche. Exactement. Et cette finesse, elle est aussi super importante pour parler de ses sentiments. GTF Trainier dit que c'est incontournable en français. C'est vrai qu'on exprime beaucoup nos émotions. Quels sont les mots-clés d'après eux? Il cite des verbes comme admirer, adorer, apprécier pour le positif, Mhm. et puis détester, mépriser ou craindre, redouter pour les émotions plus négatives ou l'appréhension. Le GTF Training donne aussi du vocabulaire pour des émotions précises, non? La joie, la tristesse? Oui, oui. Pour la joie, on a ravi, se réjouir, sauter de joie. Pour la peur, c'est crainte, panique, angoissé ou l'expression avoir la chair de poule. Il y a même des expressions comme être gai comme un pinson ou heureux comme un poisson dans l'eau. C'est joli. C'est ça qui est intéressant. La langue permet d'exprimer toute une palette. De la simple irritation à la fureur, de l'étonnement à la stupéfaction. Maîtriser ça, c'est se donner les moyens d'être plus authentique en fait, de mieux se connecter aux autres. C'est un outil puissant, oui. Bon, tout ce vocabulaire, c'est super. Mais après, il faut l'utiliser. Comment on fait pour s'exprimer avec plus d'assurance? En commençant par la base, se présenter. Le tout début, oui. Parlons français et français avec Pierre rappelle les classiques. Bonjour ou salut. Attention au registre. Le fameux tu ou vous. S'il vous plaît, merci, c'est la base de la base. Une fois qu'on s'est présenté, on veut souvent donner son avis. Oui. Français avec Pierre propose les verbes simples. Penser que, croire que, trouver que. Je pense que c'est une bonne idée. Simple et efficace. Oui. Mais attention, il y a une petite subtilité de grammaire derrière. Laquelle? Le subjonctif. Bingo. À la forme affirmative, c'est l'indicatif. Je pense que c'est bien. Mais si on dit « je ne pense pas », alors là, l'usage courant, c'est le subjonctif. Je ne pense pas que ce soit utile. Ah oui, le passage au doute avec la négation. C'est un point technique important. Ça achoppe souvent, oui. Et pour demander l'avis de quelqu'un, quel est votre avis? Ça fait un peu formel, non? Oui, c'est assez formel. Dans une conversation de tous les jours, on entendra plus « tu en penses quoi ?» Ah, avec le « en ». Français avec Pierre insiste là-dessus. Et il a raison. C'est crucial, ce petit « en ».
Dire « tu penses quoi ?» tout seul, ça sonne moins naturel dans ce cas précis. D'accord, noté. Et pour les goûts, dire j'aime ou j'aime pas? On peut varier. Français avec Pierre suggère d'intensifier. J'aime beaucoup ou carrément j'adore. Et utiliser des adjectifs comme super, génial, formidable. Et pour le négatif? On peut dire je n'aime pas du tout ou je déteste, avec des mots comme minable, horrible, nul. Ce film est nul. C'est clair. Mais si on veut être moins tranché, il y a des nuances. Bien sûr. C'est pas mal. C'est très courant. Mais attention, le sens dépend de l'intonation. Ça peut être positif ou juste moyen. C'est ça. Il y a aussi comme ci, comme ça pour l'indifférence. Et puis bof, souvent avec une petite moue. Bof, c'est plutôt négatif, hein? Oui, ça exprime le manque d'enthousiasme, la déception. Très utile. Utile, oui. Et pour finir ce petit tour d'expression, l'accord et le désaccord. Là, les bases sont simples. Je suis d'accord avec toi, vous. Je ne suis pas d'accord. Et pour mettre plus de force, Français avec Pierre propose d'ajouter « tout à fait » pour l'accord total. Je suis tout à fait d'accord. Ou pas du tout pour le désaccord. Je ne suis pas du tout d'accord. des outils essentiels pour participer à une discussion, quoi. Exactement. Bon, avec tout ça, on a déjà pas mal de clés. Mais le but ultime pour beaucoup, ça reste la fluidité. Parler sans chercher ses mots. Ah, le Graal. Tolpal rappelle bien pourquoi c'est si important. La communication est plus facile, on gagne en confiance, on s'intègre mieux. C'est clair. Et pour y arriver, les sources convergent. D'abord, il faut des bases solides, grammaire, vocabulaire. Tolpal le dit bien. Logique. Ensuite, et c'est peut-être le point crucial, la pratique orale. Régulière. Tolpal, Hello French, tous le disent, il faut parler. Échanger avec des natifs si possible. Idéalement, oui. Même un peu chaque jour. C'est irremplaçable. L'immersion aussi, ça revient toujours. S'entourer de français. Tolpal insiste là-dessus. Oui. Et un autre point fondamental qui ressort, c'est la confiance en soi. Oser parler, même si c'est pas parfait. Exactement. Accepter de faire des erreurs. Tolpal et Parlons français le soulignent. La peur de l'erreur, ça peut vraiment bloquer. Et 6, non? Complètement. C'est même comme ça qu'on apprend. Il faut dédramatiser ça. Et concrètement, il y a des astuces. Tokpal mentionne le fait de s'enregistrer. Ça peut aider. Oui, pour prendre conscience de sa prononciation, de ses tics, c'est très formateur. Apprendre des phrases utiles aussi, des phrases toutes faites. Utiliser des applis, des ressources en ligne. Oui, comme le suggère aussi Hello French. Et pourquoi pas aller à des événements culturels francophones pour pratiquer en situation réelle. Et à l'inverse, quels sont les pièges à éviter? Tokpal en liste quelques-uns. Oui, se concentrer que sur l'écrit par exemple, et négliger l'oral. Avoir peur de faire des erreurs, on en a parlé, ne pas assez varier ses sources. Pour ne pas apprendre un français trop scolaire. C'est ça. Et aussi, sous-estimer l'importance de la prononciation, de l'intonation. C'est essentiel pour être bien compris et pour sonner naturel. Ok, ça dessine une bonne feuille de route. Mais il faut aussi se rappeler que la langue française, elle n'est pas figée, hein. Elle bouge, elle évolue. Et parfois, ça crée des débats, comme le montre un des textes de l'UAB, tiré de l'Obs, sur la fameuse réforme de l'orthographe. Ah oui, cette histoire. C'est un bon exemple de la vie de la langue, ça. Tout à fait. Alors, racontons un peu ce que dit le texte, en restant neutre, bien sûr. Ça commence en 1990. Déjà. Oui. Le Conseil supérieur de la langue française propose des rectifications, validées par l'Académie française. Ça touche environ 2400 mots. Des petits changements, alors certains accents circonflexes qui sautent. Et ça n'a pas fait de vague à l'époque? Apparemment non. La polémique, elle explose bien plus tard, en 2016. Pourquoi? Parce que ces règles commencent à apparaître dans les manuels scolaires. Et là, le texte explique que la réforme a été attribuée à tort à la ministre de l'Éducation de l'époque, Najat Vallaud-Belkacem. Alors que ça datait de 1990. Exactement. La source dit que des opposants politiques s'en sont emparés en faisant un amalgame avec d'autres réformes, en propageant des rumeurs. L'accusation principale, c'était quoi? Un nivellement par le bas? C'est ça. Le texte rapporte les réactions, la ministre qui dément, qui rappelle qu'elle était au collège en 90 et qui parle de polémiques absurdes. Et d'autres personnes citées? Oui, Michel Lusseau, qui était président du Conseil supérieur des programmes, qui dénonçait un amalgame scandaleux car mensonger et qui suspectait des arrière-pensées politiques. C'est intéressant de voir comment un sujet technique de linguiste Devient un débat de société hypersensible, instrumentalisé. La source, l'Obs, présente ses différents points de vue sans prendre parti.
Ça montre bien que la langue, c'est hétérovident et parfois conflictuel. Ça reflète la société. C'est une perspective importante, oui. Bon, alors si on essaye de faire une petite synthèse de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, On a parlé de l'importance de l'écoute active, de l'immersion pour mieux comprendre. on a vu comment enrichir son expression avec les idiomes, le vocabulaire pour décrire les gens, les sentiments. On a aussi revu des outils pratiques pour se présenter, donner son opinion, ses goûts, être d'accord ou pas, en faisant attention au registre. Et puis les stratégies pour gagner en fluidité, la pratique, la confiance, varier les approches. Sans oublier les pièges à éviter et cette dimension vivante, parfois controversée, de la langue elle-même. Le message qui ressort de tout ça, finalement, c'est vraiment une invitation à faire, à agir, non? Carrément. Écouter, lire, c'est bien, mais il faut surtout oser parler, pratiquer, explorer. Accepter que l'erreur fait partie du chemin. C'est ce que disent Talkpal et Parlons français, en gros. L'apprentissage, c'est un parcours. Exactement. La perfection, c'est pas pour tout de suite. L'important, c'est de rester curieux, de persévérer et surtout de vouloir communiquer. Créer du lien, c'est ça le but, au fond. Un pont vers les autres, comme tu disais. Pour finir, alors, une petite question pour tout le monde qui nous écoute. Quelle toute petite action on pourrait faire, là, maintenant, aujourd'hui, pour rendre l'apprentissage plus vivant? Bonne question. Essayez de placer une nouvelle expression. Oui, ou écouter vraiment les paroles d'une chanson qu'on aime bien, tenter de comprendre quelques mots. Ou juste oser une mini-conversation. Un bonjour, une question simple. Voilà, l'idée c'est de faire entrer un peu plus de français dans le quotidien. L'invitation est lancée. Merci beaucoup d'avoir partagé cette exploration. Merci à toi, c'était passionnant.